Bonsoir. Drôle de référendum en Afrique du Sud. Une élection déterminante pour l'avenir du pays a lieu en ce moment même. Elle porte sur la cohabitation future entre les Noirs et les Blancs et sur le partage du pouvoir. Il y a 28 millions de Noirs, 5 millions de Blancs, mais seuls les Blancs ont eu le droit de voter. Ils ne s'en sont pas privés. Marie-Odile Pagnès. Oui ou non au référendum. Frédéric de Clercq joue son va-tout sur ce scrutin, sa carrière, mais surtout l'avenir de son pays. Et le pari est risqué, faire accepter par la minorité blanche le partage du pouvoir avec la majorité noire. Le président sud-africain a beau se déclarer confiant, le résultat risque d'être serré. Point positif pourtant, les électeurs se sont massivement rendus aux urnes aujourd'hui et la forte participation, plus de 70% selon les estimations, devrait être favorable à Frédéric de Clercq. Elle signifie, selon les experts, que les indécis et les modérés, plutôt favorables au oui, se sont mobilisés pour contrer les partisans d'extrême droite et le retour à un apartheid pur et dur. Pour Nelson Mandela, le processus démocratique ne peut plus être enrayé et la victoire du non entraînerait une révolte sanglante des Noirs. Ces Noirs, qui n'avaient aujourd'hui pas le droit de s'exprimer, interdits de vote peut-être pour la dernière fois, ils ne pouvaient qu'attendre que les Blancs décident de leur sort. Émotion en Israël, un nouvel attentat sanglant s'est produit à Jaffa. 2 personnes ont été tuées et 19 autres blessées, parmi lesquels des enfants. L'auteur de l'attentat, un Palestinien d'une trentaine d'années, a succombé à ses blessures peu après son transfert à l'hôpital. Les policiers ont retrouvé dans son blouson des tracts d'un mouvement de résistance islamique. Joël Hazard. L'indignation et la colère d'une foule qui criait vengeance ce matin. C'est à coups de couteau qu'un Palestinien a tué 2 Israéliens et blessé une vingtaine d'autres dans cette rue populaire de Jaffa. Le terroriste était venu de la bande de Gaza à bord d'un camion accompagné par un chauffeur. Il était muni d'un document l'autorisant à travailler en Israël. Armé de 2 couteaux, il s'est attaqué à des passants dans la rue Elat, poignardant mortellement une jeune fille et un garagiste arabe. Le Palestinien a poursuivi sa randonnée macabre. Dans une salle des fêtes, il s'est attaqué à une dizaine de lycéens. Ces derniers s'apprêtaient à célébrer le carnaval juif. Les enfants l'ont pris pour un habitant du quartier déguisé avec un kéfier. Parmi les jeunes victimes, 4 sont dans un état grave. L'agresseur sera abattu par un garde frontière parvenu sur les lieux. Il appartiendrait au groupe Hamas, le mouvement de résistance islamique. Des réactions bien sûr unanimes pour condamner cette tuerie. Un nouvel attentat qui s'inscrit dans le contexte d'une escalade de violence après l'impasse des négociations israélo-arabes. À l'approche des élections israéliennes, le durcissement des 2 camps ne laisse entrevoir aucun espoir de paix négociée. Les relations entre Israël et les États-Unis se dégradent par ailleurs. Jérusalem a décidé de renoncer aux garanties bancaires américaines pour un prêt de 10 milliards de dollars. Washington avait posé une condition, l'arrêt des implantations dans les territoires occupés, condition rejetée par Yitzhak Shamir. Il y a encore dans l'ex-URSS des nostalgiques de l'ancien régime et ils n'hésitent pas à défiler à Moscou pour que l'ordre communiste règne à nouveau dans le pays. 10 000 personnes se sont en effet rassemblées place du Manège sous des drapeaux rouges, frappés de la faucille et du marteau cet après-midi. Dans le même temps, les députés conservateurs tenaient un congrès surréaliste et chaotique. Pascal Verdeau. Comment ressusciter l'ancien empire? Réponse presque magique. Vous prenez un carteron d'ex-députés de feu le congrès des députés de l'URSS, vous les réunissez à la sauvette dans un petit établissement loin de Moscou, et ce sont eux qui proclament « Le congrès est mort, vive le congrès, nous voulons l'Union et les soviets », comme au bon vieux temps, celui des applaudissements debout aux accents de l'amitié des peuples. Voilà pour les nostalgiques côté court, dans la rue à présent, place du Manège, quelques milliers de mécontents de tout poil, patriotes rouges, nationalistes, cosaques, chrétiens orthodoxes. Les pancartes dénoncent le gouvernement d'occupation ou le génocide économique de la population. Le programme, restauration de l'État soviétique, confusion idéologique la plus totale à l'image du pays, malgré quelques heures avec des contre-manifestants, pas de quoi inquiéter pour le moment Boris Yeltsin. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Cette phrase désormais célèbre est de Charles Pasqua, mais les habitants et les ouvriers des chantiers navals de la Ciotat espèrent que Pierre Bérégovoy ne la fera pas sienne. Après 42 mois d'un conflit souvent très rude, c'est en effet le scepticisme qui prévaut à la Ciotat, scepticisme et espoir. Syndicalistes ou hommes politiques, tous attendent que la décision du gouvernement se concrétise. Jérôme Catala, Marc Doux. Les 2 portiques, c'est le nouveau chantier.
C'est des investissements qui ont eu lieu jusqu'en 1978. Tout nouveau, un des plus modernes d'Europe et du monde. Ces portiques et ces grues sont au centre du dossier de la Ciotat. Ils ont été acquis en juillet 89 par la banque Worms, un établissement public. Depuis, le Conseil général des Bouches-du-Rhône n'a eu de cesse de les racheter afin de relancer l'activité du chantier naval contre l'avis des gouvernements successifs. Et ce n'est qu'hier soir que Pierre Bérégovoy a donné son feu vert pour l'opération. Un retournement de situation spectaculaire qui va permettre au groupe Lexmar, après 2 ans et demi d'attente, de participer à la reprise du chantier, une reprise qui ne pourra être effective avant de longs mois. Les prochaines étapes, c'est numéro 1, 6 mois ou 8 mois d'études, numéro 2, 18 mois au minimum de travaux de reconstruction du site, et comme ça va être long, en attendant, il faudra trouver du travail pour les gens de la Ciotat, premièrement, pour qu'ils ne restent pas à rien faire, et deuxièmement parce qu'il est nécessaire de former les gens. Si ce plan se réalise, il devrait permettre à terme la création de 2000 emplois. Presque un miracle dans un département et une région très touchés par le chômage, mais certains ici ne croient pas au miracle. Nous ne sommes pas encore à la réouverture des chantiers. On n'est même pas garanti que le gouvernement ne continue pas de jouer avec la Ciotat pour des raisons manifestement électoralistes. Car si les chantiers rouvrent leurs portes, Bernard Tapie pourrait en retirer un avantage électoral. Il a mis en relation la CGT, qui occupe le site depuis 42 mois, et Pierre Bérégovoy. De même, le président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, candidat à sa propre succession, bénéficiera sans doute de l'effet Ciotat. Le Conseil général va pouvoir exercer maintenant sa pleine responsabilité. Alors vous me dites oui, mais c'est parce qu'il y a des élections. Non, je crois que, je répète, c'est un dossier qui date maintenant de 2 ans. Monsieur Colliard, lorsqu'il était directeur du cabinet de Monsieur Fabius, s'en est beaucoup occupé. Et je crois que ce qui a été un petit peu l'élément déterminant, ça a été l'intervention de Monsieur Tapie. Mais au-delà des enjeux strictement économiques ou politiques, l'espoir est revenu à la Ciotat. En témoigne cette première lettre de candidature spontanée arrivée dès ce matin au chantier. Si l'annonce faite par Pierre Bérégovoy d'une possible réouverture des chantiers a intrigué, c'est parce que nous sommes, vous l'avez compris, à quelques jours des régionales. L'enjeu est tel que les non-candidats s'engagent eux aussi aux côtés de leurs amis candidats. C'est le cas à gauche du ministre de l'économie qui a pensé à Bernard Tapie. C'est le cas à droite de François Léotard qui va de très tôt en très tôt porter la bonne parole. Il multiplie en effet les meetings. C'était le cas hier en Lorraine où il a tenu 3 réunions électorales dans la même soirée. Et à ce stade de la campagne, il tend la main aux écologistes raisonnés et condamne ceux qu'il appelle les Khmers verts. Michel Lemerle, Marc Félix. La situation particulière de la Lorraine, dirigée par un président qui a opté pour la majorité présidentielle, après avoir été élu sous la bannière de l'opposition, stimule les ardeurs de l'UDF. C'est la seule région de France visitée pendant cette campagne, à 10 jours d'intervalle, par François Léotard et Valéry Giscard d'Estaing, avec une approche, il est vrai, assez différente pour l'ancien président de la République qui a mené une campagne volontairement discrète, en voulant valoriser avant tout l'enjeu régional. C'était simplement l'Auvergne qui venait amicalement saluer la Lorraine. Pour François Léotard, et il a mené une campagne en ce sens, c'est l'enjeu national qui est prépondérant. Je ne connais pas de vote qui ne soit pas en même temps un vote consistant à sanctionner ou à approuver une politique nationale. C'était donc en leader national qu'hier soir à Longwy, il s'en prenait par exemple à Édith Cresson. Il avait peu apprécié l'image du Premier ministre distribuant la veille des roses au meeting de Châtellerault. Je la regardais, je me disais vraiment, ils avaient choisi, ils avaient voulu avoir Madame Thatcher. C'est difficile d'être Madame Thatcher quand on est socialiste et ils sont tombés sur une sorte de Cosette des misérables nouveaux. Et c'est dans le même esprit que François Léotard évoquait la possibilité d'alliance avec les écologistes après les élections, les écologistes raisonnables, car ceux qu'il appelle les Khmers verts ne trouvent pas grâce à ses yeux. La proportionnelle, encore une fois, dont nous serons issus, malgré notre vœu, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi ce mode de scrutin, eh bien, elle amènera un certain nombre de gens de bonne volonté à choisir la seule majorité raisonnable et responsable, qui est celle du RPR et de l'UDF. Le vert est décidément la couleur qui va faire fureur au printemps. Un télégramme à l'instant, l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en Argentine a été détruite par une puissante explosion. On ne sait pas si elle est d'origine criminelle. Il y aurait de nombreuses victimes. Nous aurons sans doute d'autres précisions au cours de ce journal. Le nom de Vaux-en-Velin apparaît à nouveau, mais dans la rubrique judiciaire.
le sous-brigadier de police Hervé Auriol et le jeune Laurent Asbille ont comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'objet de ce procès, la mort de Thomas Claudio, qui avait provoqué la colère de plusieurs centaines de jeunes de la ville. Tout au long de l'audience, le tribunal a étudié très précisément les circonstances de l'accident qui avait provoqué la mort du jeune. Les deux versions données par le policier ou par le conducteur de la moto sont en effet totalement différentes, mais les deux hommes sont inculpés d'homicide involontaire. Le jugement sera rendu le 14 avril. Compte rendu d'audience à Lyon, Didier Bouillot, Maloud Aïssou. Un procès placé sous haute surveillance. Surveillance policière autour du palais de justice pour prévenir tout incident. Surveillance policière dans le tribunal aussi, puisque le syndicat indépendant de la police nationale avait envoyé une délégation. Surveillance de la banlieue, enfin. Le comité Thomas Claudio avait appelé les jeunes de Vaux-en-Velin et d'ailleurs à venir soutenir la famille de la jeune victime. Il a fallu la matinée pour évoquer les faits, pour les reconstituer autant qu'ils pouvaient l'être, car les deux inculpés sont restés sur leur déposition et les experts en accidentologie n'ont pu émettre que des hypothèses peu éclairantes. Dans ces débats, l'avocat de la partie civile s'est montré soucieux de chercher le détail susceptible d'étayer une position maximaliste. Les parties civiles sont une partie au procès et les parties civiles ont vocation à démontrer la culpabilité des gens qui sont prévenus. Nous, notre position, c'est de dire que les faits qui sont reprochés au sous-brigadier Auriol sont des faits volontaires, constituent donc un crime et que le tribunal correctionnel est incompétent pour en juger et que seule la cour d'assises du Rhône doit en juger. Cet après-midi, la plaidoirie passionnée de Maître Terquem s'est donc transformée en premier réquisitoire contre le sous-brigadier Auriol, contre les pare-chocages reprochés aux policiers, contre la police. Le réquisitoire officiel, celui du procureur, a laissé au tribunal le soin de partager les responsabilités, en penchant plutôt pour celle de Laurent Asbille. Sans esquiver ses responsabilités, Maître Lafiongue a demandé la relaxe de ce dernier dans une intervention réaliste. Dernier à parler, Maître Mathieu a demandé lui aussi la relaxe au bénéfice du doute pour le sous-brigadier Auriol. Après une audience tendue mais forte, les magistrats doivent toujours répondre à cette question. Le coup de frein du motard a-t-il succédé ou précédé le coup de volant du policier? Réponse le 14 avril. Le crime ne paie pas. Le gang qui est accusé d'avoir kidnappé en 87 en Espagne la petite Mélodie s'est retrouvé au complet devant la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil aujourd'hui. Fille d'un milliardaire libanais et d'une chanteuse coréenne, Mélodie n'avait que 4 ans à l'époque. Les 10 accusés nient toujours les faits, mais ils risquent jusqu'à la perpétuité. Le procès, qui durera 2 semaines, s'est ouvert dans le calme cet après-midi. Albert Ipamonti a suivi la première audience. Une batterie d'avocats pour 9 accusés bien discrets. Pas un n'accepte la caméra. Face à eux, quelqu'un les fixe, immobile. Raymond Nakachian, milliardaire libanais et père de Mélodie. Lui n'a pas oublié les 11 jours d'absence de sa fille, 11 jours d'angoisse et de souffrance. Mélodie, jusqu'à maintenant, n'a pas surmonté le traumatisme et ma femme ne chante plus et moi, je n'ai pas pu reprendre le rythme de ma vie normale. Et donc, c'est pour cela que je suis là. C'était il y a 4 ans à Marbella, dans le sud de l'Espagne. Mélodie est enlevée sur le chemin de l'école. Les ravisseurs exigent une rançon de 13 millions de dollars et font parvenir à la famille une photo de la fillette et un enregistrement de sa voix. À la télévision, Kimera, chanteuse d'opéra rock d'origine sud-coréenne et maman de Mélodie, implore les kidnappeurs. Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. 11 jours plus tard, Mélodie est libre et retrouve l'affection de ses parents. La rançon n'a jamais été versée et les malfaiteurs sont sous les verrous. Les auteurs directs du rapt, des Français et des Espagnols, ont tous été jugés et lourdement condamnés en Espagne, si bien que la cour d'assises de Créteil n'examine que le cas des complices. Il y a là un boulanger, un déménageur, un artisan, quelques chômeurs, autant de paisibles citoyens qui tous clament leur innocence. Innocence comme celle de Mélodie, enlevée et séquestrée durant 11 jours. Faut-il dépister systématiquement le sida? Question délicate. Réponse embarrassée, si embarrassée qu'on attend avec intérêt l'avis du comité d'éthique. Mais pour être honnête, il faut dire que le dépistage se fait déjà à l'occasion, par exemple, d'opérations chirurgicales. Il arrive que le malade ne soit pas informé de ce test. C'est ce qu'on appelle le dépistage à l'insu des patients, une pratique illégale et qui va à l'encontre de l'éthique médicale. Reportage d'Alain Chabot et Georges Minangua. Le service de chirurgie vasculaire d'un grand hôpital de la région parisienne. Ici, 1200 malades passent chaque année sur la table d'opération.
À chaque fois, l'équipe est en contact avec le sang du patient. Il y a donc des risques de contamination par le virus du sida si la personne est séropositive. Le test de dépistage est donc systématiquement proposé aux malades. Si le test est positif, on va prendre toute une série de précautions pour le personnel. Ils vont être informés que le malade est séropositif. Ils prendront donc des précautions tout à fait particulières. Et durant l'opération, on prendra aussi des précautions très poussées. Des précautions comme une double paire de gants en cas de coupure pendant l'intervention ou encore des lunettes de sécurité pour éviter les projections. Ici, toute cette procédure est ainsi appliquée en fonction d'un test effectué avec l'accord du malade. Mais ailleurs, en chirurgie, le dépistage est parfois pratiqué automatiquement sans même prendre l'avis du patient. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme qui a découvert juste avant l'intervention qu'il avait été dépisté à son insu. Le dialogue a lieu dans la salle d'opération avec une femme médecin anesthésiste. Je lui ai demandé si elle avait le résultat, elle m'a dit oui. Et je lui ai donc demandé de me donner ce résultat. Ce à quoi elle m'a répondu qu'elle ne me le donnerait pas maintenant, mais uniquement le lendemain. Ce qui a eu pour effet de me plonger dans des abîmes d'angoisse terribles. Et j'ai été endormi sur cette impression et sur ce doute terrible. Une démarche maladroite donc, mais aussi parfaitement illégale, comme le rappellent les associations de lutte contre le sida. Dans l'état actuel des choses, un chirurgien, un médecin n'a pas le droit de pratiquer un geste, quel qu'il soit, sans que le malade en ait été au préalable averti. Même effectué pour la sécurité des équipes chirurgicales, le dépistage à l'insu des malades reste condamnable. C'est en tout cas l'avis de l'ordre des médecins, pourtant favorable au dépistage obligatoire avant le mariage et pendant la grossesse. Je faisais allusion tout à l'heure au comité d'éthique. Il rendra son avis demain, mais déjà, le Haut Comité de la Santé publique se prononce ce soir, nous l'apprenons à l'instant, contre le dépistage obligatoire du sida. Il s'agit d'une instance consultative présidée par le ministre de la Santé. Le 19-20 de la suite dans les idées. Il nous a paru intéressant et utile de retourner au Bois de Boulogne pour voir et savoir si l'opération anti-prostituée a fonctionné. Oui, dit la police. On entend à nouveau les oiseaux. 30 prostituées là où on envoyait plus de 300. L'important dispositif policier a manifestement dissuadé tout le monde, même les clients qui se voient infliger une amende en cas de promenade tardive dans les allées interdites. Christian Desplaces, Christian Fienga. Bois de Boulogne, 23 h, le plaisir des sens est interdit. Curieux et clients éventuels font demi-tour. Seules des barrières font le trottoir. Depuis le 20 janvier, chaque soir, entre 20 h et 6 h du matin, 3 km d'allées sont fermés aux automobilistes. Avant cette mesure, le secteur hébergeait jusqu'à 400 travestis et une cinquantaine de femmes prostituées. 2 mois plus tard, le bois s'est transformé en désert. Le coffre de la voiture de Jacques Dubois est rempli de préservatifs. Fabricant, il employait un revendeur au Bois de Boulogne. Aujourd'hui, sur place, il n'a plus aucun client. Le chiffre d'affaires a chuté à peu près de 75%. Depuis la fermeture, il n'y a presque plus de professionnels. On peut considérer qu'il y a une trentaine de prostituées à peu près, garçons ou filles, sur le bois. Rares sont les prostituées qui tentent l'aventure. Une trentaine de policiers patrouillent la nuit. Leur but, dissuader l'offre et la demande, à coups de contravention. Même les passants sont visés. Il leur est interdit de se promener dans les sous-bois. Aux abords de Roland-Garros, quelques travestis, le gros de la troupe a disparu. Direction l'étranger. En France, nous n'avons constaté, ni sur Paris, ni au plan national, aucune réimplantation ou aucune résurgence particulière. Si la police arbore un certain sourire, les associations d'aide aux prostituées font la moue. À quelques dizaines de mètres du bois de Vincennes, le bus des femmes. Accueil, écoute, mais aussi prévention du sida. Rendu plus difficile depuis l'opération du Bois de Boulogne. Quand quelqu'un a traîné toute la journée dans le Bois de Boulogne et qu'à la fin de la journée il arrive, il n'a pas vu un client et qu'il y a un client qui se propose à lui et qui lui dit moi je veux bien mais si c'est sans préservatif, et ben la personne elle craque et puis elle accepte de monter sans préservatif. Déserté la nuit, le Bois de Boulogne va le rester. Cet été, il sera simplement fermé plus tard, à 22 h. Mais les cars de touristes passeront leur chemin par peur du vide. C'est une bombe qui a détruit l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en Argentine, c'est ce que dit la police. Il y aurait au moins 4 morts. Catherine Matoche résume les autres événements couverts en France par nos rédactions régionales.
Le nom des étudiants. À 2 jours de la manifestation nationale contre la réforme Jospin, les étudiants se mobilisent dès à présent un peu partout en France. À Lille, par exemple, ils ont bloqué un poste frontière. À Caen, 800 d'entre eux ont occupé des voies ferrées. De son côté, le ministre de l'Éducation réaffirme qu'il n'y a pas d'autre voie qu'une rénovation positive. Contre l'abstention aux prochaines élections cantonales et régionales. Dans le cadre de cette opération lancée par France Plus, le président de ce mouvement, Areski Damani, sera reçu demain par François Mitterrand. Auparavant, 5 flambeaux partis le 1er mars de Dunkerque, Strasbourg, Bordeaux, Nice et Quimper auront été réunis à Paris, place de la République. L'agglomération lyonnaise, sérieusement perturbée par une grève des transports en commun à l'appel des 5 syndicats. Les revendications du personnel portent essentiellement sur les salaires et la sécurité. Selon les syndicats, les lignes de banlieue sont la cible de bandes organisées. Deuxième journée du procès d'assises sur l'assassinat d'un contremaître dans un sèche-linge du centre hospitalier de Nice. Une journée marquée par des contradictions dans les témoignages des employés. La victime recrutée pour mettre de l'ordre dans ce service blanchisserie suscitait une vive jalousie au point d'être assassinée. Dans le box des accusés, José Muccini clame toujours son innocence. Le verdict sera prononcé jeudi. Enfin, le ras-le-bol des pompiers et une mesure destinée à décourager les mauvais plaisantins. D'ici 2 à 3 mois, les sapeurs-pompiers pourront désormais identifier leurs correspondants, ce qui permettra par exemple d'éviter, comme en 91 pour Paris seulement, les plus de 10 000 appels qui n'étaient que de fausses alertes. Cette mesure a reçu l'aval indispensable de la Commission nationale informatique et liberté. La passion existe encore. Pavarotti et Verdi provoquent des insomnies à l'Opéra Bastille. Le ténor italien doit en effet donner le bal masqué à partir du 31 mars et ses fans ont assiégé depuis hier le standard et les guichets de l'Opéra Bastille. Des milliers de mélomanes prêts à veiller pour écouter le ténor. Marie-Claire Gauthier. Alors ça, si je comprends bien, c'est officiel, ça ne l'est pas du tout. Si, parce que lorsque nous sommes arrivés, il y avait des gens qui étaient déjà là depuis la veille et on nous a donné ça pour attendre parce que sinon il y avait... Sinon, il y avait pas loin de 700 personnes assiégeant la Bastille et tentant le fauteuil ou le strapontin de 560 à 50 francs. 548 places mises en vente sur les 2700 de la première du bal masqué avec Pavarotti. On est venu chercher nos tickets à 4h hier après-midi et on est là depuis minuit. 548 places seulement. Disponible, vous pensez en avoir? Non, je pense pas. Il y a aussi les professionnels qui viennent et qui en vendent les tickets après. Là, nous avons essayé, parce que nous savions que nous aurions une demande très forte, nous avons essayé d'organiser nous-mêmes un petit peu les choses. Des personnes sont restées cette nuit pour canaliser normalement la queue et pour pouvoir faire un accueil correct ce matin. Oui, bonjour. Bonjour, les places à 560, il en reste? Oh, je m'en doutais bien. Il y avait 250 places à 190 francs, j'en ai pris 2. 12 heures d'attente pour 3h30 de bonheur, de bonnes raisons d'aimer l'opéra. Je viens pour Pavarotti et pour Verdi. Non, pour Verdi quand même aussi. Oui, vous soyez tranquille. Ce 19-20 est terminé. Je vous rappelle les 2 nouvelles du soir. Les Israéliens ont subi 2 attentats. L'un à Jaffa en Israël même. Un Palestinien a tué 2 personnes et blessé 19 autres, parmi lesquels des enfants. Le 2e attentat s'est produit loin d'Israël, à Buenos Aires en Argentine. L'ambassade de l'État hébreu a été détruite par l'explosion d'une bombe. Il y aurait au moins 4 morts. Une information qui sera sûrement développée dans Soir 3 à 22h18. Soir 3 présenté par Marc Hautement. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonne soirée sur la 3, à demain 19h. Bonsoir.